Nous revenons ici avec nos chers invités. Germain Sossou, il est homme politique force socialiste de l'avenir. Nous avons également Ibrahim Acha, journaliste et directeur de publication de Temps Nouveau. Et puis Junon Laris, consultant politique. Nous filons en RDC. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et sa famille sont accusés par une enquête d'un groupe de médias internationaux et d'ONG d'avoir détourné plus de 138 millions de dollars, soit 80 milliards de francs CFA des caisses de l'État congolais en 5 ans. Et Ibrahim Acha, avec la complicité de la banque BGFI. BGFI est une filiale en République démocratique du Congo de BGFI, banque basée au Gabon. Ah oui, ce sont les informations qui sont sorties tout récemment et cela est parti des travaux d'un consortium de journalistes avec à l'appui aussi des ONG qui ont travaillé avec des journalistes. Et il faut dire que ce sont des informations qui ont fuité au niveau de la BGFI, banque. Donc les journalistes ont eu accès à un nombre très important de documents. Et le décryptage de ces documents, les travaux qui ont suivi au niveau de chaque rédaction dont RFI fait partie. Et donc il a été remarqué que le clan Kabila a pu faire des transactions dites frauduleuses et à la suite de ça, ces transactions ont profité vraiment à sa bande, à sa clique et à tout ce qui l'entourait. Mais à mon niveau, ce qui m'embête, c'est que est-ce que c'est ça seulement M. Kabila ou bien le clan Kabila a pu piller? Parce que nous savons, et c'est d'expérience, les potentats, lorsqu'ils sont à la tête des pays, ils se livrent à un pillage systématique des ressources du pays, par plaisir. Et pendant ce temps, vous voyez leur population croupir dans la misère. Des gens ont des centaines de millions de dollars dans les banques occidentales, dans les paradis fiscaux. Et pendant ce temps, la population végète dans la misère. Parfois même, c'est les écoles qui n'existent pas. Parfois, vous allez dans certains centres de santé, c'est le plateau technique qui est dégarni et tout ça là. Mais moi, je me dis que, est-ce que les gens ont conscience de ce qu'ils sont en train de créer comme tort à leur population, malgré l'immensité des richesses que regorgent ces pays. Donc, pour le cas Kabila, nous allons revenir vraiment sur la question des 138 millions de dollars vraiment. Et c'est parti de transactions frauduleuses, comme on le dit. C'est-à-dire que M. Kabila, qui avait aussi sa sœur Gloria Metenou, et il y avait aussi un de ses amis, un Tanzanien aussi, qui travaillait aussi avec eux. Donc, ils ont procédé à selon les documents, bien évidemment, puisqu'on parle de Congo Hold Up, c'est le nom du dossier. Et donc, il y a des transactions qui ont été faites, comme je le disais, et donc la bande à Kabila s'est organisée d'une manière qu'il y avait des fonds publics du trésor de la banque générale ou bien de la banque gabonaise, merci, et qui a fait des envois de fonds sur des sociétés, entre griffes, jugées des sociétés vraiment écrans. Et ces sociétés-là ont pu bénéficier de l'argent public et cet argent public, à proprement parler, n'a fait que servir le clan Kabila. Donc c'est un détournement qui ne dit pas son nom et c'est ce qui est décrié ces derniers temps. Et vous allez voir que c'est le dossier qui passe en boucle sur les chaînes internationales. Ouais. Alors Germain Sossou, Kabila et son clan sont déjà dans le pétrin depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Alors cette affaire vient s'ajouter à tout, tout ce qui est derrière Kabila, ça risque d'être un peu plus compliqué pour le camp Kabila. Vous savez, cette affaire-là est la face donc désormais visible de ce qui s'est passé quand Kabila a cédé le pouvoir à Tshisekedi. Vous savez, dans toute entreprise, normalement, il y a ce qu'on appelle, quand vous voulez faire passation des services, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux.
Vous savez ça? Mm. Il y a l'état des lieux. Ce n'est pas seulement dans les entreprises. Ouais. Au sommet de l'État, avant qu'un chef d'État ne passe la main, on fait l'état des lieux. Et notamment la situation économique. Est-ce que quand le président Kabila partait, est-ce que vous avez vu? Vous savez, la RDC a aussi la Cour des comptes. Hein. Mhm. Est-ce que vous avez vu l'État présenter la situation? Est-ce que vous avez vu le chef de l'État qui est venu, il en a fait cas jusqu'à ce que, jusqu'à ce que on ne fasse des révélations. Pour vous, ça fait partie des négociations de dernière minute entre les deux camps. Comment vous pensez que... Vous savez que, si vous vous souvenez de comment ça s'est passé, il y a eu des tractations avant que le président ne parte. Oui. Il y a eu des accords secrets pour même pour la stabilité du De la pouvoir RDC, oui. de Tshisekedi. Il fallait fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Vous savez, le président Tshisekedi a pris le pouvoir dans des conditions... Il a avalé des couleuvres. Il a avalé des couleuvres. Maintenant, comment ça s'est fait pour que cette ONG-là puisse avoir des informations? C'est maintenant. Vous savez, la guerre qu'on voulait éviter, au Congo démocratique, en signant des accords secrets, j'ai peur que cette guerre ne soit ouverte. Quand vous dites qu'ils sont mal partis, oui, vu comme ça, mais vous savez, l'administration elle-même, l'administration congolaise, elle a été en partie faite par le père et parachevée par le fils. C'est comme ça. Donc l'armée congolaise, quand Mobutu est parti, c'est le Kabila. papa qui a refait l'armée. Et quand il est mort, on a positionné le fils. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'était une continuité. Donc tous les hommes qui aujourd'hui sont, certains qui sont sous ordre, qui sont sous la responsabilité de l'actuel président, ont travaillé sous Kabila. Donc quand Kabila en fait ne voulait pas partir. Donc quand il y a eu des pressions, il a fallu des négociations. Ce n'est pas seulement au Congo, même au Bénin ici, avant que l'actuel président ne prenne le pouvoir, si vous vous souvenez, vous êtes des journalistes, il y a eu des rencontres, même sur notre sol ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'actuel président, là, il a avalé tellement de couleuvres. Il est au pouvoir, mais il n'a pas totalement les leviers. Vous savez qu'il avait même eu l'envie, il a eu l'intention même de dissoudre l'Assemblée nationale pour reprendre les élections, se donner. Mais là aussi, il est bloqué. Parce qu'il y a des accords. Actuellement, nous sommes en train seulement de voir les aspects politiques. Il y a des aspects, des aspects économiques. Il y a des aspects politiques aussi qui sont là que beaucoup de citoyens ne connaissent pas. Donc, quel est le prix qu'il faut payer à Kabila pour que lui, là, il puisse faire au moins 2 mandats? C'est un peu ça ce que vous avez entendu. Donc, c'est pour vous dire que la question des sous dont on parle, on dit, mais ça fait pratiquement 80 milliards de francs CFA. C'est énorme. Oui, mais c'est énorme. Vous savez, la République démocratique du Congo, ça fait, si je ne m'abuse, ça fait pratiquement 10 fois. La France, ça fait 10 fois la France. Pratiquement 100 ou 150 fois le Togo. Hein, c'est un vaste pays, avec des richesses insoupçonnées. C'est le seul pays même, je crois, dans le monde qui dispose, sur le plan de la faune et de la forêt, un certain nombre d'espèces. Et c'est le pays qui regorge beaucoup de diamants et tout ça là. C'est le pays qui a le fleuve Congo lui-même, c'est un fleuve très riche. Donc c'est un pays qui a beaucoup de richesses. Vous voyez, non? Donc, ce que le clan Kabila, d'abord père, en avait mis de côté. On parle du fils, on ne parle pas du père. Donc, il y a un accord qui ne dit pas son nom, qui demande à l'actuel président de ne pas faire l'état des lieux. Ça fait partie, ce n'est pas des choses qu'on dit public, mais ça fait partie des accords. Et les chefs d'État, ils savent ça. Là, c'est dans les gens, ils savent ça. Maintenant, quand on fait sortir ce dossier-là, pour les citoyens que nous sommes, oui. Pour la transparence, oui. Mais je vous dis que ça va être le début d'une crise. Or, le Congo a besoin de la stabilité. Et qui sont ceux qui donnent ces informations? C'est pour cela que je vous dis que l'Afrique de la jeunesse actuelle qui veut qu'on arrive à la stabilité pour arriver au développement, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire très attention. Est-ce qu'il faut vraiment faire autant de sacrifices? Ou bien est-ce que nous devons faire l'option? Parce que nous aussi, en tant que Togolais, tôt ou tard, ça devrait nous arriver.
Parce qu'aujourd'hui, c'est les autres. Demain, quand nous serons à cette situation, quand un régime a dirigé le pays pendant plus de 50 ans, quand il sera prêt à partir, sachez qu'il y aura des accords. Maintenant, combien de Togolais seront prêts à faire un certain nombre d'accords? Combien sont acceptés des accords? Parce qu'en politique, c'est ça. Ou vous refusez un certain nombre d'accords, quelqu'un qui a la racine du pouvoir, il ne va pas vous permettre de gouverner. Est-ce que Kabila, aujourd'hui, qui est hors, n'a pas véritablement la force à l'intérieur? C'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est une sortie de politique. Julien, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous aussi, vous pensez que ce sont ces choses qui sont cachées et qui ont entraîné, si on peut le dire, des négociations de dernière minute entre le clan Kabila et le clan Félix Tshisekedi, qui était guillonné en ce moment par Vital Kamerhe, aujourd'hui en géol, puisque jusqu'alors les gens disent que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections en République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai qu'on peut, on peut essayer d'imbriquer les deux affaires, c'est-à-dire qu'il y a eu des soupçons de corruption, des contrats léonins passés par le président Kabila et qui après a engendré des négociations entre lui et l'actuel président Félix Tshisekedi. Mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir que dans la situation actuelle, et c'est tout ça la complexité, la difficulté du sujet que vous nous proposez. Il y a un collectif de journalistes qui fait sortir un rapport après avoir étudié 3,1 millions de documents sur 9 mois. C'est énorme, c'est le plus gros scandale, pour moi en tout cas, de l'ère moderne africaine concernant un chef d'État qui a été sorti. Et d'ailleurs, le processus est en cours. Les premières pages ont été sorties il y a tout juste 48 heures. Ouais. Ils ont dit, le collectif de journalistes a promis donner les autres pages du document au cours des 14 prochains jours. Donc, c'est toute la difficulté du sujet que vous nous amenez ce jour parce qu'on devra attendre de voir les autres parties du document pour savoir la profondeur des choses. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un fait incontestable, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu bien sûr détournement de fonds publics. Il y a un adage très en vogue en ce moment qui dit que d'habitude, ce sont les voleurs qui braquent la banque. Mais dans le cas de Kabila, c'est la banque qui a aidé à braquer l'État congolais. Et donc là, on se trouve dans une situation où tout le clan Kabila et tout l'appareil étatique est impliqué. Il parlait tout à l'heure de la petite sœur de Kabila, Gloria Mteou, qui d'ailleurs organise la Fashion Week à Kinshasa, qui est très féru de luxe et de mode, du glamour, qui aussi est impliqué dans cette affaire, qui a 30% de la BGFI Bank, de la filiale congolaise, ça veut tout dire. D'un autre côté, le président de la Banque centrale congolaise, Pascal Sélimani, qui a aussi 60% de la BGFI Bank congolaise. Et donc, c'est tout simple, c'est qu'on est dans un cycle infernal où la famille, que ce soit dans la Banque centrale, que ce soit dans la plus grande banque privée du Congo, se trouve impliquée dans une affaire. Et pour terminer, une manière un peu assez cocasse, de voir aujourd'hui jusqu'où va l'immoralité du service public africain, c'est que Sud Oil, une société écran qui a été identifiée au nom de Kabila, d'après les informations, je ne fais que commenter d'ailleurs, d'après les informations, aurait été immatriculée dans un garage. Mais l'entreprise en question pèse plus de 15 millions de dollars. Et donc, c'est le summum de l'immoralité de la gestion publique et du denier public si cette affaire est confirmée. Et donc, après, c'est une enquête internationale privée qui n'a pas encore d'incidence juridique. Il appartient désormais à l'État congolais elle-même de s'auto-saisir pour enfin diligenter une enquête ou une contre-enquête pour voir si cette affaire, elle est vraie. Et ne pas aussi confondre. En 2016 déjà, il y avait eu des révélations sorties par un certain Jean-Jacques Lumumba qui était employé de la BGFI Bank, qui était obligé de partir en exil parce qu'il avait eu déjà à révéler des soupçons de transfert de fonds entre la CENI congolaise et la BGFI Bank. Ce que lui n'avait pas compris à l'époque, c'est qu'il a obligé à partir en exil parce que, dit-on, Pascal Sélimani, qui est le président de la Banque centrale, l'aurait menacé à armes à feu.
Et donc, on comprend qu'on est dans une tour de Babel qui ne dit pas son nom. On va rester très prudent, suivre les derniers résultats de l'enquête jusqu'au bout. Ah oui, avant d'attendre sans doute la réaction, d'abord vous avez parlé d'enquête et la réaction de la justice peut-être congolaise et autres. On sait, Ibrahim Acha, que la famille Kabila est un peu plus enracinée financièrement en République démocratique du Congo. Oui, mais tous ceux qui ont géré la République démocratique du Congo, c'est des gens qui ont été soupçonnés de bien mal acquis. Vous savez, l'Afrique centrale est coutumière de ces faits. Hein. Quand on parle de bien mal acquis, ça voudrait dire que c'est des groupes d'intérêts qui siphonnent l'économie nationale, qui siphonnent les ressources du pays. Et donc Kabila, qui fait partie aussi des dignitaires, des personnalités qui ont dirigé la RDC, ne peut pas. Moi, je serais surpris. Hein. Le contraire m'aurait surpris. Le contraire m'aurait surpris, bien évidemment, parce que c'est des gens qui sont habitués à que ce soit en RDC, au Congo-Brazza, au Gabon, et quand vous allez même au Cameroun et tout ça, là, mais les biens mal acquis, ce sont des affaires qui sont vraiment légion là-bas. Donc ça voudrait dire que ce sont des dirigeants qui sont plus préoccupés par le siphonnage des ressources de leur pays. Et ce qui est dommage dans ces circonstances, c'est que on pille les ressources par plaisir et non par nécessité. Parce que quand vous voyez cette manne-là, la bagatelle de somme qu'on annonce là, mais ces fonds-là ne servent pas directement dans le quotidien des Congolais. Ça ne sert pas à améliorer les conditions de vie des Congolais. Ça ne sert pas à faire développer des structures en Afrique. On parle d'un pays où 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. Dans la précarité totale. Dans la précarité totale. Terrible. C'est terrible. C'est terrible. On évoque des sommes vraiment colossales, mais au même moment, la situation, les conditions de vie des populations, mais vraiment, vous voyez, c'est le contraste. C'est ce qui fait que ça révolte. Quand vous voyez des gens appuyer ce qui se fait par ce consortium de journalistes, c'est parce que il y a un problème d'éthique. De morale. Qui appelle à ce que non, mais qu'on n'accepte pas ce genre de situation. Vous comprenez? Mais Kabila, il a dirigé le pays et quand vous voyez un peu ses interactions avec Francis Selemani, dont vous évoquez le nom, qui est entre griffes un de ses frères adoptifs, et sa sœur aussi, qui est aussi dans les business et qui a aussi près de 40% des parts de la BGFI. Sud Oil qui a été créé, une société écran qui a commencé ses affaires mais qui n'avait pas à proprement parler une activité assez florissante comme ça. Personne ne connaissait pas. Dans un garage. Et subitement, cette société a commencé par brasser des millions et des milliards. Mais on comprend directement que c'est des montages financiers qui sont faits au bénéfice du clan. Et dans ce cas, ça ne peut que heurter les gens. Je pense que la justice congolaise doit commencer déjà par s'intéresser à cette affaire, même s'il y a eu un deal entre Kabila et Tshisekedi. Je pense que pour la morale, il faudrait quand même que les choses soient claires, qu'on voit clair dans ces histoires. Ça me rappelle aussi en même temps ce que certains espèrent, c'est-à-dire ce que nous appelons souvent les financiers, ceux qui sont souvent dans les transactions financières au niveau international. Ils disent souvent que ce qui accourt en Afrique, c'est que la plupart des chefs d'État ont des sociétés écrans. Et parfois, c'est des tours de passe-passe. Quelqu'un qui est, par exemple, dans un pays X, crée une société et il balance ça de l'autre côté, dans un pays Y, et c'est comme ça. L'autre finance des activités là-bas, peut-être, parfois c'est dans le BTP. Hein. On lui donne vraiment des marchés avec des surfacturations énormes à ces sociétés qui opèrent dans le pays. Et on dit que non, c'est une multinationale qui est arrivée, c'est un investisseur qui est venu. Mais on sait que c'est entre les présidents que ça se joue. Et c'est de cette façon aussi qu'il y a des montages. Je pense qu'il y a même des journalistes qui sont en train de travailler là-dessus. Et avec le temps, nous aurons aussi des informations par rapport à ces montages financiers-là auxquels se livrent ces potentats-là, ces dirigeants qui s'enrichissent par plaisir et non par nécessité. Ils le font juste parce qu'ils voudraient avoir des milliards, compter des sommes colossaux sur
et des sommes colossales plutôt sur leurs comptes au niveau des paradis fiscaux et un peu partout dans les banques en occidental, détenir des appartements de luxe, détenir des voitures de luxe, mais au finish, à quoi ça sert? Alors, Germain, Sossou, après l'accord qui l'a sans doute porté au pouvoir, on a vu comment le président Félix Antoine Tshisekedi a malmené le camp Kabila, au prime abord au niveau de l'Assemblée nationale et ensuite au niveau du Sénat. Alors, cette affaire, si elle est vraie, risque d'enterrer véritablement Kabila. Oui, bon, maintenant, merci. D'abord, je voudrais dire ceci. Vous savez, il faut dénoncer tout ce qui est ce genre de pratique où les gens détournent les fonds de nos États et à titre personnel et tout ça. Là. Et notre grand souhait, c'est que les générations qui auront à diriger nos pays, nos continents, les États de notre continent, puissent être des gens qui aient vraiment la morale qu'il faut. Mais vous savez, parfois, il faut être proche, il faut avoir un certain nombre d'informations qui demandent le sacrifice suprême pour fermer les yeux sur un certain nombre de choses. D'abord, vous savez, quand nous sommes, en tant qu'Africains, nous sommes arrivés nous avons eu les indépendances. Avant nos indépendances, nous avons été gérés par... Quand vous prenez le cas de RDC Congo, c'était la Belgique. La Belgique, oui. La Belgique, le roi belge s'était octroyé le pays là à titre personnel. Normalement, c'est comme sa propriété. Oui, normalement, il faut demander des comptes. Normalement, il fallait demander. Mais si vous permettez à demander des comptes, alors que vous aviez d'autres problèmes, vous voulez que le Congo prenne sa souveraineté et se développe. Bon, parfois, vous fermez les yeux pour avancer. Pas parce qu'on ne nous a pas spoliés. Vous savez, les Kabila du père au fils, quand on a voulu faire passer le fils, avec des difficultés, je vous dis et je vous répète qu'il y a eu des accords. Ces accords-là, ces accords politiques-là, peut-être un jour, on en aura le contenu. Ouais. Mais ce sont des accords très souvent qu'on ne rend pas publics. Mais et je peux vous assurer que c'est ça qui a amené l'actuel président sur terre. Comme je vous l'avais dit. Mais seulement et si on découvre ces accords, il risque de l'emporter aussi. Hein. Ah oui, bien évidemment, c'est un scandale. L'enjeu que peut-être vous ne voyez pas, parce que les prochaines élections, c'est-à-dire que les élections vont venir. Et dans ces élections-là, les prochaines élections qui vont venir, n'excluent pas le clan de Kabila. Hein. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Ça, c'est Kabila ou c'est quelqu'un. Mais quand vous disposez de l'argent, vous pouvez, en Afrique, vous avez la manne, vous pouvez changer les dollars. Ah oui. Donc, soit ce qui se passe, c'est trois situations. Soit c'est l'actuel président qui a tellement avalé les couleuvres, qui sait qu'il est lié par des accords, qui peut d'une manière passer par des organisations pour enclencher les choses. Soit c'est d'autres puissances. D'autres puissances qui veulent qu'il y ait déstabilisation. Parce que plus vous avez la quiétude, vous pouvez gérer facilement votre pays. Quand il y a guerre, c'est là où les puissances, comme nous venons de parler pour... le Mali. Soit c'est les puissances là qui ont donné des informations, parce qu'on parle, vous avez parlé d'un certain nombre, ce sont des documents secrets qui sont finalement, on dit sur la base d'un qui sont... Mais à qui a intérêt aujourd'hui que ce que le président lui-même, l'actuel président connaissait, et qui sais-tu qui a intérêt aujourd'hui que ça soit public? C'est la question que souvent en politique il faut se poser. Donc, si c'est l'actuel président, pourquoi il le fait? Est-ce que c'est pour annuler celui-ci, pour qu'il ne revienne pas au pouvoir? Ou bien c'est d'autres personnes qui le font? Maintenant, l'accord qu'ils ont signé, pourquoi le président avait signé cet accord? Quel était le prix? Quel était le prix à payer? Est-ce que c'était pour éviter, par exemple, les rébellions au nord du Congo? Est-ce qu'avec cette information, si ça doit emporter Kabila, est-ce que nous sommes rassurés qu'une rébellion ne naîtra pas de nouveau dans ce pays? Quel Africain a intérêt aujourd'hui qu'une rébellion ne naisse là-bas? Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela que je dis que parfois, à la recherche de la justice, si vous voyez un certain nombre de paramètres, vous êtes obligé de fermer les yeux. Autrement dit, on aurait pu faire l'état de lieu. Ce n'est pas aujourd'hui que ces affaires-là seraient sorties. Pourquoi c'est maintenant que ça apparaît? C'est vrai, ça choque. Et quand quelqu'un écoute un politicien comme
moi parler, on pense que je cautionne ça. Non, je ne cautionne pas. Mais j'ai besoin que l'Afrique soit stable. J'ai besoin de la stabilité. Même s'il y a la corruption. Même s'il y a la corruption. Non, on va combattre la corruption. Ça, il faut la combattre. Il faut la combattre. Les affaires d'État, je vous ai dit que notre situation est que beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'État ont géré nos États pendant une longue période. Quand vous voulez passer d'une longue période de gestion unique des États à une nouvelle période où vous voulez que la chose soit désormais rotative, vous devez payer le prix. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Je vous dis que le prix, pour que Kabila parte, il y a eu des accords. Sinon, il ne serait pas parti. Il avait la possibilité de créer le Grand Niger. Donc, vous voyez que depuis là, quand l'affaire est sortie, lui-même ne s'est pas prononcé. Le gouvernement aussi ne s'est pas encore prononcé. Son avocat s'est prononcé, il faut le préciser. L'avocat de Kabila s'est prononcé. Il faut que les politiques, vous allez voir que les politiques font attention, sont en train de voir. Et vous allez voir que plus tard, mais au-delà du Congo, vous allez voir que beaucoup de personnes vont s'impliquer. Les gens qui ont participé à l'accord, à la signature des accords. Et je peux vous dire qu'il y a même dans ces histoires-là, vous savez que pour la paix en Afrique, à un moment donné, une certaine église s'impliquait. Même au Togo, ici, il a fallu que des gens de Dieu s'impliquent pour amener Jésus-Christ ces choses à se parler. C'est au nom de la paix qu'on ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Autrement dit, Jésus-Christ était en position de réclamer un certain nombre de choses. Vous pouvez faire du boucan, mais on dit, mais avancez. Donc c'est ça, entre les gens, ils ont appelé, c'est quoi? La paix des braves. La paix des braves, c'est ça, que beaucoup de Togolais n'acceptent pas jusqu'à présent. Vous voyez, non? Donc c'est aussi ça, le côté politique, un autre côté du politique, que le citoyen lambda ne voit pas. Parce que le citoyen lambda ou l'homme de la société civile ou l'activiste, lui, veut qu'il y ait la justice. C'est ça. On a détourné, il faut que la personne ait la prison. Mais le politique, c'est que s'il prenait ce chemin, il y a des armes positionnées au nord Kivu qui attendent. Donc c'est autant de choses. Non, mais je pense que c'est du chantage. C'est du chantage, ça, c'est du chantage politique. Il faut éviter ces formes de chantage politique en Afrique. L'Afrique doit évoluer, bien évidemment, parce que les détournements, vous devez répondre. C'est un acte criminel. Les gens doivent répondre, effectivement. C'est un acte criminel et on doit répondre. Et par éthique, et nous le rappelons toujours, quand il y a de ces faits-là, il faut que ces faits-là soient révélés. Et ça fait partie aussi de ce que nous appelons la bonne gouvernance. Ce que nous voulons pour l'Afrique, c'est la bonne gouvernance. Donc, quand des gens pillent le continent ou bien les gens pillent les pays, il faut qu'on ait au moins ce droit à la vérité. Nous pouvons avoir la vérité et après dire que, bon, pour la paix, peut-être, bon, on peut faire des aménagements pour ces gens-là. Ces gens-là n'iront pas en prison, mais il y aura des aménagements. Est-ce que tu n'as pas droit à la vérité? Mais j'ai droit à la vérité. Nous voulons savoir la vérité. Et après, on peut aussi pardonner. S'il faut pardonner, s'il faut aller vers là. Et il faut une dernière réaction. Dans le cas singulier de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a aussi entamé une sorte d'amélioration du climat des affaires avec le Tony Blair Institute qui opère aussi dans d'autres pays d'Afrique comme au Togo par exemple. Et donc je pense que s'il y a eu cette affaire, ça va dans son camp, ça va en sa faveur parce qu'il veut aujourd'hui instaurer une sorte de modernisation, de confiance dans les affaires. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a fait arrêter son Premier ministre. Donc je pense qu'il a le vent en poupe avec cette affaire qui a révélé. Maintenant, c'est pas la première fois aussi que Kabila est impliqué dans une affaire. Déjà, je parlais de l'ancien employé de BGFI Bank qui est aujourd'hui réfugié en Europe, qui avait fait déjà à l'époque révéler les sortes de détournements de fonds de la CENI vers la BGFI Bank, puisqu'il était employé de la BGFI Bank. Il avait aussi révélé, c'est le summum, le détournement de près de 10 millions de dollars des casques bleus congolais qui étaient en mission en Centrafrique. Et donc, pour moi, je pense que c'est vrai, c'est la plus grosse affaire financière au plus haut sommet de l'État historiquement en Afrique, je n'en connais pas, mais ça va aussi rester dans l'histoire, dans la capacité de la justice congolaise à pouvoir s'auto-saisir et à pouvoir, une fois au moins, traiter une affaire dans laquelle est impliqué un ancien président congolais, qui plus est, Joseph Kabila. Donc, ça pour Lomé, dans un communiqué rendu public lundi 15 novembre, le ministre togolais de l'administration territoriale Payadoa, Bokwesi, a annoncé l'instauration
à partir du 3 décembre d'un pass sanitaire pour accéder au lieu de culte. Le 16 novembre, la conférence des évêques du Togo a publié une note sur cette question. Et justement, cette conférence des évêques n'est pas contente. Ibrahim Acha, silence radio au niveau des mosquées. Je ne vous pose pas la question parce que vous êtes musulman. Non, mais vous savez, au niveau de l'Union musulmane, il y a certes une organisation, l'Union musulmane du Togo, qui gère plus ou moins les activités, en tout cas de la congrégation musulmane du Togo, mais qui n'est pas très active sur les questions qui engagent la République. C'est vrai, on nous dira qu'au niveau des musulmans, c'est la soumission totale. Donc, quand il y a une affaire qui engage la République, quand l'État prend un certain nombre d'initiatives, ce que le fidèle a à faire, c'est de se soumettre. Donc je peux dire que l'Union musulmane est dans cette posture. Donc tout ce que l'État décide, c'est bien, on se soumet et ça s'arrête là. C'est une option. Mais il y a des jeunes musulmans, et notamment ceux qui font partie des associations des cadres musulmans, et qui pensent que la religion musulmane, ou bien disons l'union musulmane, devait avoir aussi le courage de poser des regards critiques sur des initiatives prises par l'État togolais. Parce que si nous partons du postulat que toute œuvre humaine peut être entachée d'erreurs, donc il va sans dire que ceux qui gouvernent même le pays, quand ces gens-là prennent des décisions, il se peut qu'il y ait des décisions qui ne soient pas en adéquation avec la bienséance. Et donc, l'Union musulmane aussi peut, à son niveau, se saisir, analyser, passer peut-être, faire une analyse critique de ces décisions-là et en sortir peut-être des substances et voir s'il y a éventuellement des conseils ou bien des remarques à faire à l'autorité publique. Mais si nous sommes dans la soumission totale, ça voudrait dire que même quand on prend des décisions qui vous pénalisent, qui ne vont pas dans le sens voulu par votre religion, vous êtes obligé d'avaler parce que c'est la soumission. Mais je suis très heureux de constater qu'au niveau de l'Église catholique, il y a quand même de ces dignitaires religieux-là qui ont un niveau assez élevé en matière d'éducation. Pour être prêtre, ce n'est pas n'importe qui, c'est Bac plus 7 au minimum. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas accepter aussi certaines choses parce que c'est des gens aussi qui connaissent ce que nous appelons le droit international, c'est des gens aussi qui ont frotté avec les institutions internationales et qui connaissent bien les pratiques en matière de gouvernance, en matière de droits de l'homme, en matière de liberté publique. Donc quand un État vient à prendre certaines décisions, si ces décisions-là ne cadrent pas avec ce que nous appelons la tendance mondiale en matière de liberté, en matière de droits de l'homme, il va de soi que ces gens-là puissent réagir. Je pense que c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Église catholique, parce qu'on a demandé à ce que avant d'avoir accès au lieu de culte, il faut présenter le pass vaccinal ou bien un test PCR datant de moins de 72 heures. L'Église catholique a estimé que peut-être que c'est demandé de trop parce que si un citoyen qui ne s'est pas fait vacciner doit se présenter chaque dimanche à l'église, ça voudrait dire que chaque semaine, le citoyen ou bien le fidèle doit faire le test PCR. Et vous savez combien ça coûte. Et avec notre niveau de vie, bon, vraiment, ce n'est pas tenable. Par rapport aussi au pass vaccinal, ce n'est pas tout le monde aussi qui a accepté la vaccination pour des problèmes d'éthique, pour des problèmes de santé et tout ça là. Donc tout ce beau monde-là ne peut plus avoir accès au lieu de culte. Et là, ça va poser aussi un problème en matière d'adoration de Dieu. Parce que quand on parle d'adoration de Dieu, c'est des gens qui savent que Dieu existe et Dieu est dans leur vie. Et ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner qu'on ne va pas leur demander d'aller prier Dieu, d'aller dans les lieux de culte. Donc il y a tout ce problème-là qui se pose. Et au niveau de l'Église catholique, je pense que c'était bien quand même de soulever la question, de demander aux autorités de voir dans la mesure du possible comment on peut aller vers des allègements. Je précise qu'il y a eu aussi des décisions qui ont été prises aussi entre-temps. C'est l'Église catholique aussi qui a pu avoir aussi des allègements. Donc l'Église catholique estime que quand on prend des décisions dans un pays, il est aussi important de faire une analyse critique de ces lois et de faire des propositions à l'autorité. L'autorité aussi, en lisant ça, mais ce ne sont pas aussi des bêtes qui sont là-bas. Elle va comprendre que non, la question ou bien la préoccupation soulevée, elle est légitime, elle est tenable. Voilà ce que nous pouvons faire comme arrangement pour que chacun puisse vivre aussi dans la quiétude, dans la paix et dans l'adoration de son Seigneur. Mais c'est ceux qui ont pris l'option de soumission totale,
Je pense que vous devez les oublier. À chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, ne les comptez pas aussi dans l'analyse critique ou bien dans des propositions objectives qui puissent faire avancer les choses. On va donner aussi la parole à l'homme politique Germain Sossou qui va se prononcer au prime abord sur la décision du gouvernement. Ensuite, sur ce qu'on peut appeler l'agissement des uns et des autres. Oui. D'abord, en ce qui concerne la décision du gouvernement, moi, je suis toujours étonné. Je ne comprends pas pourquoi, même quand vous avez la force, même si vous pensez que vous avez le pouvoir tout entier dans votre main, si vous pensez que les autres ne peuvent rien contre vous, c'est un fait que vous avez le pouvoir d'État. Mais qu'est-ce qui vous empêche de considérer les autres comme des êtres humains? Même quelqu'un qui est fort peut discuter avec le faible. Bon, je ne sais pas si avant de prendre cette décision-là, parce que moi j'ai demandé à un imam, est-ce qu'on vous a appelé quand même pour indiquer, bon, maintenant qu'il y a eu chose là, est-ce qu'on peut faire ceci? Bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui demande, mais celui que moi j'ai interrogé dit qu'on ne les a pas appelés. J'ai demandé à une connaissance, un prêtre qui s'engage beaucoup, tout ça. Là. Bon, non, il n'y a pas eu de concertation. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes l'État, c'est vrai, vous êtes l'État, vous êtes l'autorité, et décider, vous dites que vous faites le bonheur des gens. À chaque fois, vous manquez de les consulter. Parce que c'est là où le gouvernement pêche aussi. C'est-à-dire que, pourquoi vous ne pouvez pas travailler ensemble avec les prêtres et les gens? Pourquoi vous prenez les décisions? D'abord, sur cette décision, quand vous dites l'Église catholique, enfin les chrétiens, les musulmans se sont tués, quelque chose comme ça. Bon, tollé à l'église. Silence. Donc moi, j'ai eu la chance de grandir en PIT. Vous savez, ce qui différencie, je peux me tromper, ce qui différencie le musulman du chrétien, c'est ceci. C'est pour cela que peut-être à tort, les gens pensent que le musulman, vous m'excusez, hein, qu'il est violent. Et vous savez que pour notre pays, le Togo, mis à part le fait que ces derniers temps, nos compatriotes de la communauté étrangère qui rentrent beaucoup plus au Togo. Avant, vous savez, c'était si vous vous souvenez, c'était les Nagos qui étaient nombreux au Togo. C'est pour des raisons commerciales qui sont passées. Après, c'est les Ibo qui sont arrivés. Qui sont partis. Maintenant, c'est les Haoussa. Vous savez, c'est les Et ils viennent, c'est pour des raisons commerciales. Mais les Haoussa, pratiquement, ils s'installent, ils achètent et ils s'installent. Sinon, quand on parle des musulmans, au Togo, la grande majorité des musulmans se situent dans la région centrale. Donc, vous prenez et une partie de la région de Kara. Donc, vous prenez la préfecture d'Assoli, c'est dans la région de la Kara, mais religieusement, ils sont rattachés à la région centrale. Sokodé, Tchamba, Bassari, Kambole, tout ça là, vous avez trouvé, c'est là où vous avez les musulmans. Mais ils sont aussi un peu partout, notamment Lomé ici, ils sont nombreux. Et ce sont les Kotokori, chez nous, c'est les thèmes qui sont beaucoup musulmans. Alors, leur comportement, pour les jeunes hommes que moi j'ai connus, vous savez, le musulman, quand vous dites ils se sont tués, là, le musulman, lui, il agit, il aime agir. Vous savez, quand vous êtes avec le musulman, il n'aime pas parler beaucoup, il agit. Il agit. Donc, quand le musulman est prêt à agir, l'imam n'est pas un frein pour lui. Non. Quand il est prêt à agir, il ne regarde pas l'imam. Le musulman, il ne fait pas ça. C'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance de grandir en pays. Il n'agit pas. Quand vous dites qu'ils se sont tués, tout ça, ils n'agissent pas. Et ils savent que le gouvernement a pris la décision. Ils veulent voir la faisabilité. Vous allez mettre les policiers près des mosquées. Vous allez les mettre. D'abord, vous, en tant que gouvernement, quand vous avez pris la décision, la faisabilité, et le gouvernement même dit, il laisse la libre cours aux responsables religieux de s'organiser. Oui. Mais dites-moi, je laisse l'imam, prenons même l'église qui a quand même haussé le ton. Un prêtre dans une église, quelle formation vous l'avez donné pour qu'il sache reconnaître un PCR ou bien je ne sais pas comment vous avez... Le test PCR. Si le prêtre, lui, il est en train de célébrer, s'il veut respecter il va chercher les jeunes pour vérifier ça. S'ils ne sont pas formés, les jeunes qu'il met là-bas vérifier. Les jeunes, le prêtre même ne connaît pas, il n'est pas de la santé, il ne connaît pas comment le papier qu'on lui tend, c'est vrai ou faux, c'est un PCR. Comment Donc le musulman, lui, ne perd pas le temps. Il sait que ce que vous avez décidé là. Et ils vont venir vendredi. Ils vont rentrer. Si vous voulez, ils vont vous ridiculiser, ils vont mettre des gens là-bas, faisant semblant qu'ils contrôlent les gens, rentrent en masse. Vous allez faire quoi? Vous voyez, c'est pour cela que le musulman, je parle du jeune musulman. Donc, l'union musulmane, oui, existe.
Mais le jeune musulman n'est pas représentatif de tous les musulmans que moi je connais. Je suis désolé. Il n'est pas... Parce que moi, on parle du Togo. Vous savez, quand on parle de soumission, quand on a voulu, si vous vous souvenez de 2017, quelle est la région qui s'est soulevée premièrement? C'est la région centrale. C'est là où je vous ai dit qu'il y a beaucoup de musulmans. Quand vous parlez de soumission, la soumission a ses limites. Le musulman et le thème, il se révolte devant l'injustice. C'est quelqu'un, le thème c'est quelqu'un, devant l'injustice, vous pouvez placer le char si vous voulez. S'il est prêt, il va mourir. Lui, il est comme ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui parle, il est prêt à agir. Donc, c'est pour cela que moi, je demande souvent au gouvernement de rentrer. On sait que vous avez front, on sait que vous avez la force, on sait que vous pouvez amener les gens, on va tirer les gaz. Vous n'en avez pas besoin. Parlez avec les gens. Ils vont vous dire, vous voulez qu'on fasse ça, donc est-ce que vous pouvez nous former? On va voir comment on peut faire. On dit, vous appelez les médecins, on les forme, tout ça. Vous êtes des partenaires. Vous faites un communiqué, vous dites que ils n'ont qu'à contrôler chaque semaine. Non seulement les problèmes d'argent, mais la faisabilité. Ils ne peuvent pas, même s'ils veulent faire, que ce soit l'église catholique ou l'islam, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas formés pour détecter PCR, pour savoir qui a fait. Il faut que vous les fermez pour ça. Donc, le gouvernement lui-même prend les décisions, mais je ne sais pas s'ils ont des décisions pour réfléchir sur la faisabilité. Ce n'est pas possible. C'est pour cela le thème, il ne perd pas le temps. Junior, votre regard sur le communiqué du gouvernement? Je pense qu'avant ce communiqué, il y avait déjà eu, avant la fermeture des places, des lieux de culte et des places de fête, une sorte de concertation où le gouvernement avait dit qu'il avait discuté avec la communauté religieuse de la faisabilité de ce qui est en application actuellement. Et l'Église lui avait dit non, qu'elle n'était pas prête à exiger le pass sanitaire. Et c'est ce qui avait d'ailleurs obligé le gouvernement à suspendre et à mettre tout en veilleuse. Et donc après quelques semaines, on constate que le gouvernement prend la décision de dire à la communauté religieuse un contrôle de passe sanitaire. Je pense que c'est dans la faisabilité et dans l'application, comme Germain l'a dit, que le problème se posera essentiellement parce que je ne pense pas, à moins que je ne me trompe, que les églises ont des polices sanitaires. Non, il n'y a pas ça à l'église. Il n'y a pas une police comme on le trouve dans la société civile. Et donc, c'est compliqué dans notre société de pouvoir mettre en application cette mesure-là. Après, c'est vrai, on peut s'insurger contre la décision du gouvernement, mais c'est aussi à la société civile ou à la communauté religieuse d'ester en justice. On peut aussi attaquer cette décision en justice en la traitant d'anticonstitutionnelle ou d'illégale. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle s'est prononcée il y a quelques semaines sur l'obligation du pass sanitaire. On a vu ce que ça a donné. Et donc, je pense que c'est bien de s'insurger, de s'inscrire en faux, pas face à certaines décisions du gouvernement, mais c'est aussi à la société civile, à la société religieuse, à la communauté religieuse, de pouvoir avoir le réflexe d'aller chaque fois vers la justice, parce que c'est pour ça qu'il y a une Cour suprême et il y a une Cour constitutionnelle, et donc de juger de la constitutionnalité, de la conformité avec le bloc de constitutionnalité de la mesure prise par le gouvernement ou l'administration. Je voulais un peu réagir par rapport à ce que mon ami Soso a dit. C'est pas je vais aller rapidement. Et pour dire que il disait que le jeune musulman ou bien le musulman peut réagir. Oui, ici nous sommes dans un contexte où ça doit être une entité qui englobe les musulmans qui réagissent. Au niveau de l'Église catholique, vous allez voir que c'est la conférence des évêques et qui a réagi, qui a envoyé une note en bonne et due forme au nom de la christianité de la communauté catholique du Togo. Donc si ça doit se faire au niveau de l'islam, c'est l'Union musulmane qui est l'entité représentative des musulmans qui doit le faire. Et c'est là où je dis qu'au niveau de l'Union musulmane, la philosophie c'est la soumission. Et donc toute décision qui vient de l'État est en tout cas, c'est avalé et bon, on ne dit rien quoi et ça passe. Bon, maintenant quand nous allons... Les analystes disent que l'Union est toujours en connivence même avec... le gouvernement. Oui, ça se dit toujours. Non, ça se dit. Et d'aucuns disent aussi que l'Église catholique est souvent le contrepoids du gouvernement. Voilà. Ça se dit. C'est ce qui se passe au niveau de la communauté musulmane. Je ne sais pas s'il doit y avoir une organisation au niveau des musulmans pour aller vers une union beaucoup plus représentative et qui a vraiment en son sein des gens qui maîtrisent la science islamique et en même temps la loi aussi qui régit les choses, le pays. Ça aussi, je pense que c'est un autre domaine. Maintenant, quand nous allons au niveau du jeune musulman qui n'a pas réagi aussi, et Soso disait qu'ils attendent le moment propice
pour réagir. Si c'est une injustice, elle va réagir. C'est aussi faire remarquer un peu les célébrations, disons, des prières au niveau de la religion musulmane. Il n'y a aucune mosquée au Togo qui peut prendre tous les fidèles. Ça, je défie quiconque. Il n'y en a pas. Dire qu'il y a une mosquée, par exemple, ici, dans le quartier de Tochi, qui peut englober tous les musulmans dedans. Quand vous allez, vous ne vous verrez personne au dehors, il n'y en a pas. Donc, généralement, c'est ceux qui vont avoir accès à la mosquée, là, c'est eux qui vont présenter peut-être le passe vaccinal ou bien tout ça, là. Mais les autres, ils seront au dehors, avec leur natte, leur tapis. Vous allez leur demander le passe vaccinal. Je pense que ça aussi, ça agit dans la conscience collective des musulmans qui se disent que mais s'ils refusent qu'on rentre dans la mosquée, l'imam peut avoir son passe et tout ça là, il peut commencer par diriger la prière. Nous serons dehors, nous allons continuer aussi par suivre la prière avec. C'est ça aussi la réalité, la faisabilité de la chose sur le terrain. Je pense que les autorités devraient aussi en tenir compte. Maintenant, la loi, de façon générale, ce qui a été décidé par le ministre de l'administration territoriale, moi je me dis que c'est une incitation à la vaccination. Ouais, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose en ce sens que la pandémie, la Covid-19 là, ce que cela est en train d'engendrer comme situation sanitaire sur le plan mondial et sur le plan continental aussi et sur le plan de notre pays, c'est énorme. Il y a de fortes craintes. Donc on doit demander aux gens d'aller se faire vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, si ces gens-là ont la possibilité de faire les tests PCR chaque semaine, je pense que ça les engage aussi. Mais de façon, en tout cas globale, il faut dire que l'État, en prenant ces dispositions, en demandant ce que les gens aient le passe vaccinal ou bien le test PCR avant d'avoir accès aux choses, c'est une incitation à aller se faire vacciner et à se préserver. Merci beaucoup à vous, l'homme politique Germain Sossou. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Je ne savais pas que tu devais clôturer. Sinon, c'est pour dire à mon frère Ibrahim Atia que nous-mêmes, en tant que responsables locaux, nous avions dit sur vos antennes ici que c'était important que les gens aillent vacciner. Nous avons même proposé comment il fallait aller vers les églises, les mosquées pour faire vacciner les gens. Tout à fait. Maintenant, l'autorité, dans sa prise de décision, nous demandons que très humblement, qu'on considère les autres qui sont des êtres humains. Et qu'on arrive à prendre l'angle et que nous puissions avancer ensemble. Il faut sortir toujours dans les mesures coercitives là. Le dialogue peut amener des résultats. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Ibrahim Atia, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Junior Laris, consultant politique, on vous dit également merci. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.